Merci beaucoup, Marie-Ève, pour cette pause musicale. On enchaîne tout de suite avec les nouvelles vertes de la semaine, car, le moins qu'on puisse dire, il y en a beaucoup. D'abord, il y a le Pacte vert qui est en cours en ce moment à la salle et il y a les consultations publiques pour le Pacte vert qui débutent demain, ce jeudi 6 octobre. Le Pacte vert, au fond, c'est le plan de développement durable que la salle a proposé pour 2011 à 2015. C'est l'occasion, ces consultations-là, pour les résidents de la salle d'indiquer leurs préoccupations en ce qui a trait au développement durable, que ce soit au niveau de la protection des milieux naturels, du transport collectif, de la pollution ou de tout autre dossier environnemental pertinent. Les consultations vont avoir lieu, Marie-Ève, ici à la mairie, ce jeudi à 19h. Donc, c'est au 55 avenue du Prat. Tout à fait. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les consultations au www.tdslasalle.org. J'encourage tous les résidents à participer. Ensuite, il y a des interventions en cours en ce moment au Parc Angrillon. Les interventions ont débuté à la fin du mois d'août en bordure de la rue Baxter à la salle. Ces interventions sont le résultat de plaintes de la part des résidents de cette rue face à l'état du parc et d'un effort de la part du conseil d'arrondissement de la salle pour convaincre la ville-centre d'agir face aux préoccupations des résidents. Les tâches vont être effectuées finalement par Héritage Laurentien et elles comprennent une récolte de déchets le long de la bordure de cette clôture-là. Un rabattage aussi dans ce secteur d'une sorte d'arbuste exotique envahissant, une espèce qui s'appelle le nerf brun, qui étouffe beaucoup le boisé et qui cause beaucoup de problèmes à la diversité biologique. Avec ce rabattage-là du nerf brun, il va aussi y avoir un rabattage de vignes et d'herbes qui étouffent d'autres des végétaux qui sont à protéger en lisière de la forêt à cet endroit-là. Et finalement, il va y avoir des plantations d'arbres et d'arbustes dans le secteur qui vont augmenter la diversité biologique du secteur. Il y a une série d'activités communautaires qui se fait à travers cette période-là. Il y a justement eu, le 28 septembre dernier, une corvée d'enrachage, d'enlevage de napperun cathartique. Et il y a aussi une corvée de plantation communautaire qui va avoir lieu le 16 octobre prochain, de 9h à 15h30. Les gens décidant participer à cette sont invités à contacter Héritage Laurentien en appelant le 514-367-6540. Est-ce que tu vas être présent à la corvée, Patrick? En fait, oui, c'est moi qui vais l'encadrer dans mes tâches avec Héritage Laurentien. Donc, c'est un bel événement. Les gens aiment bien participer à ça. On se retrouve avec les enfants, la communauté qui plantent des végétaux et qui ont un impact. Et les gens aiment beaucoup, beaucoup faire ça. Donc, les gens doivent bien aimer de telles activités. Tout à fait. C'est très populaire comme corvée, comme activité communautaire. Autre chose, il y a présentement en cours les consultations publiques sur le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal. Elles ont débuté le 28 septembre dernier et au fond, qu'est-ce qui a surpris le plus les gens et les organisateurs de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est la participation des résidents et des groupes en matière de dossiers environnementaux reliés aux consultations. En fait, sur les 20 groupes ayant participé, il y en a 17 qui ont signifié l'importance spécifiquement de créer une ceinture verte ou une ceinture verte et bleue autour de la région métropolitaine de Montréal. C'est un concept qui est très intéressant. Le concept de créer une ceinture verte et bleue vise notamment la protection des milieux naturels terrestres et aquatiques. D'où le terme vert et bleu, j'imagine? Oui, tout à fait. Le bleu en référence au fleuve Saint-Laurent, aux rivières qu'on a autour de la région métropolitaine. L'autre volet qui est important au sein de ce concept-là, c'est la question du territoire agricole. 57% de la superficie de la communauté métropolitaine de Montréal est au fond du territoire agricole. On oublie souvent 48-49% de la production agricole du Québec se fait juste dans la région immédiate autour de Montréal. Il y a un volet au sein du concept de ceinture verte qui vise la protection et la dynamisation de ce territoire agricole-là pour que nos agriculteurs puissent survivre et prospérer au sein de la ceinture verte. Il y a aussi la question du développement et la promotion d'un réseau d'attraits récréatifs, patrimoniaux et touristiques. Donc, la notion de dire qu'il y a des attraits naturels, il y a des loisirs qui peuvent se faire. Ces loisirs-là, qui soient récréatifs, peuvent être intégrés à des activités patrimoniales comme la visite de sites historiques, de musées, d'attraits touristiques, de paysages intéressants.
Et tout ça peut être promu dans un autre volet, au fond, de ce concept de ceinture verte et bleue. Il y a aussi la création d'un réseau de transport actif, de pistes cyclables, de sentiers de marche, et même de sentiers sur l'eau où les gens peuvent faire des loisirs de plein air, tel le vélo, tel la randonnée, tel le canot, mais aussi, en plus de ça, peuvent se déplacer pour aller travailler matin et soir en profitant de ce réseau de pistes cyclables-là. Et qu'est-ce que le transport actif exactement? Ben, c'est justement ça. C'est le réseau de loisirs qu'on peut faire en marchant et en se promenant par nous-mêmes. Il y a à peu près, pour la quantité de gens qui utilisent le transport collectif, les systèmes d'autobus, de métro pour voyager sur une base hebdomadaire, ben en fait, en transport actif, on estime qu'à peu près l'équivalent de 50% des gens qui utilisent le transport collectif font du transport actif pour se déplacer de jour en jour pour aller travailler. Donc, c'est quand même quelque chose d'important et ce point-là n'a pas été inclus dans les documents de consultation du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Et beaucoup d'organismes disent, et de résidents, qu'on devrait considérer le transport actif dans ce concept-là. L'intégration du tout se fait aussi dans un autre volet. On vise à dire, dans la ceinture verte, on devrait avoir une vision de développement durable qui considère plusieurs aspects, dont la réduction de la pollution, l'augmentation de la qualité de vie, l'image de marque du milieu et aussi la création d'emplois. Donc, on va prendre une pause et on revient avec d'autres nouvelles vertes. On poursuit maintenant avec d'autres nouvelles vertes d'importance davantage nationale et internationale. La semaine fut en fait fortement chargée avec des rapports environnementaux importants sur le plan environnemental. On a notamment la table ronde nationale sur l'environnement et l'économie qui a publié la semaine passée des résultats d'une étude sur les impacts du changement climatique sur le Canada. C'est une entité en fait gouvernementale qui a indiqué que le changement climatique pourrait s'avérer très coûteux pour le Canada. Ils estiment qu'en 2020, on pourrait atteindre des coûts annuels causés par les problématiques du changement climatique aux alentours de 5 milliards de dollars par année. Et en 2050, on pourrait atteindre, selon différentes considérations, l'augmentation de la population, l'augmentation de la température causée par le changement climatique. Mais ça pourrait varier entre quelque part autour de 21 à 43 milliards de dollars par année. Regarde combien de monde. Donc, en 2050, il y avait tellement de monde qui se promenait dans l'eau, il y avait du monde qui se baignait. Les estimés qu'ils ont indiquent que, par exemple, les répercussions sur le bois d'œuvre pourraient devenir très importantes, quelque part entre 2 et 17 milliards de dollars par année. Entre autres, en Colombie-Britannique, mais au Québec, quand même, on est des grands producteurs forestiers, donc sûrement qu'il y aurait des impacts sur notre province aussi. On parle aussi de dommages aux habitations résultant des inondations à la suite de l'élévation du niveau des mers, mais aussi des tempêtes causées par le changement climatique. Donc, les rivières qui inondent davantage. On en a vu cette année, justement. Mais c'est drôlement mieux que c'était. On parle de 1 à 8 milliards de dollars par année pour ces dommages-là. On a aussi une autre mention à l'intérieur de leur rapport au niveau de la mauvaise qualité de l'air résultant d'une hausse des températures entraînerait davantage de visites aux hôpitaux. Ça causerait une augmentation des coûts de millions de dollars dans plusieurs métropoles. Ils ont ciblé en fait 4 métropoles où ils jugeaient que les impacts seraient plus importants. Toronto, Vancouver, Calgary et Montréal. C'est pas très bon pour nous, ça, par exemple. Ben définitivement, ces résultats sont pas impressionnants beaucoup pour nous. Qu'est-ce qui ressort au fond de cette étude-là, qui est une entité du gouvernement du Canada, c'est que le changement climatique est un problème réel, malgré que plusieurs personnes ont tendance à croire que ça n'en est pas. Parlant justement de problèmes de qualité d'air, l'Organisation mondiale de la santé a elle aussi sorti une étude la semaine passée et le rapport qu'ils ont publié dit que en regardant 1100 villes au travers le monde, ben Montréal, encore une fois, a pas très bien sorti de ce rapport-là parce que Montréal serait la deuxième ville la plus polluée au Canada au niveau de la pollution de l'air. La seule ville qui est plus polluée, c'est une ville fortement industrialisée en Ontario qui s'appelle Sarnia. Encore une mauvaise nouvelle, donc.
Oui, ça me préoccupe en fait particulièrement. À cet effet, j'ai entendu il y a quelques années justement un responsable du département de santé publique de Montréal annoncer lors d'une consultation publique il y a quelques années que sur l'île de Montréal, il y avait 5 secteurs possédant un niveau de pollution plus élevé que le restant de la région de Montréal, dont le secteur justement qui comprenait les arrondissements de Lachine, La Salle, Verdun et du Sud-Ouest. C'est donc dire, Marie-Ève, que notre air dans notre secteur est non seulement au sein d'une des 2 villes les plus polluées du Canada, mais aussi dans un secteur de cette ville-là qui est particulièrement pollué. Pourquoi est-ce que l'air est si pollué dans notre secteur? Mais les études sur la pollution autour de Montréal montrent que les sources principales de pollution sont en particulier les véhicules, les automobiles entre autres. Et vous n'avez qu'à regarder autour de la salle, qu'est-ce qu'il y a en amont dans le vent. On a le pont Mercier qui devient de plus en plus congestionné, dont ça cause beaucoup de pollution. En plus de ça, on a diverses autoroutes qui sont en amont dans le vent. L'autoroute du Souvenir, l'autoroute 20, l'autoroute 13, l'autoroute 40, l'aéroport aussi. Donc, beaucoup de sources de pollution potentielles qui affectent notre qualité de l'air. Il y a une autre source de pollution aussi qui est importante pour le territoire autour de Montréal, et c'est les foyers. En fait, les foyers, c'est assez particulier parce qu'à la suite de la crise de verglas de 1998, on a eu une très grosse expansion quant à la quantité de foyers qui ont été aménagés dans les différentes résidences autour de la région. Le résultat, c'est que Montréal a eu, à cause des foyers, une très grosse quantité de smog, une grosse augmentation de la quantité de smog qu'on retrouve par année, alors que, par exemple, Toronto, qui n'a pas eu de crise de verglas, ils n'ont pas eu cette augmentation-là au niveau du smog. Eux, ils se retrouvent encore à quelques jours par année de smog, alors que Montréal, on parle de quelques douzaines de jours de smog par année. Et c'est surprenant de voir comment un traumatisme social tel que la crise du verglas peut avoir un impact énorme sur une société. Tout à fait. Hein? On a eu un événement qui a affecté les gens en voulant et qui ont voulu aménager des foyers. Et les résultantes, c'est maintenant, on a de la pollution beaucoup plus élevée sur le territoire. C'est justement pour ça qu'il y a eu des restrictions qui ont été mises en place à Montréal, et maintenant la construction d'un nouveau foyer ou le remplacement de son foyer par un autre foyer selon les standards des vieux foyers est inacceptable. On peut toutefois faire d'autres aménagements comme par exemple installer des poêles aux granules. Au niveau de la pollution automobile, une des inquiétudes particulières pour notre secteur, c'est que oui, on a tous ces problèmes-là au niveau de la pollution qui fait qu'on est un quartier beaucoup plus élevé que les gens ont tendance à croire. Mais en plus de ça, ça risque de s'empirer au cours des prochaines années à cause des constructions qui vont se faire sur le complexe Turcot. Donc, tous les véhicules qui vont être pris dans le trafic, tous les véhicules qui vont avoir à passer à travers notre ville, par exemple, pour contourner la cour Turcot et se rendre en ville, ça risque d'augmenter davantage la pollution et on risque de se retrouver avec des problèmes additionnels. D'où le besoin peut-être d'avoir le plus de monde possible qui participe aux consultations publiques sur le pacte vert, ce jeudi à la mairie. Un autre problème de pollution qui a été ressorti dans les médias au cours des derniers jours, il y a des scientifiques qui ont annoncé que le trou qui se forme pas mal sur une base annuelle par-dessus l'Arctique au niveau de la couche d'ozone, ce trou-là dans la couche d'ozone à haute altitude, a atteint cette année une taille record de 2 millions de kilomètres carrés. Rappelons que la couche d'ozone est affectée par des gaz qui sont nommés des chlorofluorocarbones ou des CFC. Ces gaz étaient très utilisés jusqu'en 1987 dans les systèmes de réfrigération et dans les aérosols. Mais maintenant, à cause d'un protocole qu'il y a eu justement à Montréal, qui a été signé en 1987, beaucoup d'États n'utilisent plus ces CFC-là. Ceci dit, ça prend à peu près une 50aine d'années pour que les CFC atteignent la couche d'ozone à haute altitude. Le résultat, c'est que les dommages qui sont causés actuellement à la couche d'ozone sont des dommages qui sont causés sur des gaz qui ont été relâchés il y a plusieurs décennies. Et ça veut dire aussi que les gaz, jusqu'en 1987, vont continuer à affecter la couche d'ozone pendant beaucoup d'autres décennies. Alors, on va définitivement devoir continuer à mettre de la crème solaire. Hein?
Tout à fait, c'est un des impacts sur nous les humains. Il faut absolument qu'on se mette de la crème solaire été comme hiver. Et faut pas, ceci dit, faut pas oublier que l'ultraviolet, ça affecte toutes les espèces animales à part de nous. Et on voit des résultats comme ça sur des animaux maintenant, par exemple des troupeaux de bétail en montagne, où souvent les vaches, les autres animaux, les chèvres vont développer des cataractes sur les yeux. Donc, des impacts assez importants pour beaucoup d'espèces animales. Les grenouilles aussi semblent être énormément affectées par l'ultraviolet qui passe à travers à cause d'une couche d'ozone fortement dégradée. Il y a des études qui ont sorti il y a quelques années où des gens regardaient des populations de grenouilles et remarquaient qu'elles disparaissaient au fur et à mesure. Et quand ils ont commencé à regarder les causes, ils ont vu que 95% des œufs mouraient dans les étangs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont mis une membrane par-dessus les œufs et cette membrane-là bloquait uniquement la lumière ultraviolet. Le résultat, c'est que sur ces inventaires d'œufs de grenouilles-là, ils ont noté une survie de 95% et seulement une mortalité de 5%. Donc, vraiment, l'ultraviolet a un impact direct sur les populations de grenouilles. Après la pause, une entrevue avec un club d'observation d'oiseaux très actif dans la région.